Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Dernière présentation d'étape de cette Vuelta 2024, dernière présentation d'étape pour un grand tour tout simplement dans cette année 2024. Et oui, c'est la dernière étape de grand tour de l'année. C'est là où on voit qu'on est vraiment dans la fin de saison, quand on commence à voir les championnats d'Europe, les championnats du monde, quand on commence à voir, alors je dirais pas les feuilles mortes parce qu'elles ne sont pas encore tombées, mais quand on commence à avoir des conditions un petit peu plus fraîches, quand on passe en dessous des 20 degrés, on sait qu'on commence à attaquer quand même la dernière partie de saison. Alors on va revenir sur le parcours de ce contre-la-montre et puis on parlera également des favoris, de la stratégie, du programme, également de cette dernière étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette journée, votre grosse cote. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça me permet également de me soutenir, parce que plus vous cliquez rapidement sur une miniature ou sur une notification, plus la vidéo est mise en avant pour YouTube. Et puis n'hésitez pas également, si vous avez les moyens, à faire un super thanks. Et puis je remercie également les gens qui se sont abonnés ces dernières semaines. Dernière étape de cette Vuelta. Alors vous savez, moi je suis pas fan des contre-la-montre pour le dernier jour. Bon, voilà, j'en avais déjà parlé lors du Tour de France. Je trouve que on a l'impression, en plus avec ce type de contre-la-montre le dernier jour, on ne met en avant en fait que les stars. On va quand même vraiment s'ennuyer. 80%, 85-90% des coureurs ne vont pas le faire à fond ce chrono. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif en termes de classement général, ou parce que même s'ils ont un objectif de classement général, ils ne peuvent plus progresser dans ce classement. Donc ça concerne, allez, je dirais les 15-20 premiers du général, et puis ça concerne allez, 5-6 coureurs qui sont des rouleurs et qui sont spécialisés contre la montre, et puis on peut rajouter voilà, 4-5 coureurs qui ont peut-être tenté quelque chose, et encore, je pense que je suis large quand je pense à un chiffre de 25 ou 30 coureurs qui vont peut-être vraiment le faire à fond. Je pense que ça va peut-être même être encore moins que ça. Moi, je préfère quand on a plutôt des dernières étapes un peu célébration, parce que je le dis toujours, mais finir un grand tour, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Finir un grand tour, ça veut dire c'est de taper plus de 3000 km en 21 jours de course, 3300 km je crois cette année sur la Vuelta, à du 40 de moyenne, et dans des conditions qui parfois sont difficiles. Ça veut dire avoir réussi à éviter les chutes, avoir évité la maladie, avoir parfois fini des étapes où on était limite dans les délais. Mais voilà, finir un grand tour, c'est déjà quelque chose d'assez excellent. Et je trouve que quand on a des dernières étapes en circuit, ça permet de mieux célébrer, je trouve, les coureurs. Il y a plus d'ambiance que là, dans ce genre de situation, on va avoir un contre-la-montre où moi je suis moins fan. J'avais dit, même le contre-la-montre de 89, déjà m'avait pas plu. Le dernier contre-la-montre du Tour de France m'avait pas énormément plu. Et même, je dirais, à Vérone, par exemple, sur le Giro, quand on avait eu l'étape entre Monza et Milan, également sur le Giro, et pourtant il y avait une bagarre pour le général, c'est vraiment pas ma came. Voilà, ce genre de situation où je pense au Giro 2020, aussi, qui se termine par un contre-la-montre. Voilà, moi je préfère les étapes en circuit où on célèbre les coureurs. Dénivelé positif de cette étape, 190 mètres. C'est la 20e étape dans ce classement, mais c'est le contre-la-montre techniquement le plus difficile. Il a en même temps, il fait le double de taille que le premier. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Dernière étape de cette Vuelta, la présentation du parcours va être assez rapide. On part donc de Madrid, mais pas n'importe où, du Distrito Telefónica Madrid. Donc c'est la tour Telefónica. Telefónica, c'est un opérateur espagnol qui, je crois, fête ses 30 ou ses 40 ans, qui sponsorise. En fait, la Movistar, c'est une branche, je crois, de Telefónica. Donc voilà, pour célébrer cette grande entreprise espagnole, on est bien parti d'un carrefour du côté de Jerez. Donc on a décidé de partir au pied de la tour Telefónica pour arriver dans Madrid. Donc un contre-la-montre, ce qui était pas arrivé depuis quelques temps dans la ville de Madrid. On avait eu le contre-la-montre de Saint-Jacques de Compostelle
il y a 3 ans, qui n'avait déjà pas été une grande réussite en termes de spectacle, parce qu'il faut bien le dire, quand vous avez un contre-la-montre en dernier jour de course, 85-90% des coureurs ne vont pas le faire à fond. Parce qu'il n'y a plus d'objectif, le seul objectif c'est de finir. Seuls les leaders du général, et encore quand il y a une possibilité véritablement de prendre une position ou de perdre une position, vont le faire à fond. Et puis les spécialistes qui veulent se tester, surtout avant les échéances. Donc, et il n'y en a plus tant que ça des spécialistes, parce que quelques-uns ont abandonné, mais les McNulty, Kung et autres. Donc ce qui fait qu'on se retrouve souvent à avoir assez peu de spectacles dans ce type d'étape. Et parfois des surprises au niveau de la victoire finale. Donc vous voyez, il y aura 2 points intermédiaires, le premier kilomètre 8, le deuxième kilomètre 17,5, donc à peu près au premier tiers et au deuxième tiers de parcours, et puis l'arrivée du côté de Madrid, où vous pouvez voir que cette arrivée n'est pas totalement plate sur la fin. Les 2 derniers kilomètres, enfin le dernier kilomètre 800 précisément, est en faux plat montant. On regarde un petit peu la difficulté du parcours avec cette carte. Donc voilà, le Distrito Telefonica. Donc vous voyez, début de journée, les premiers kilomètres sont assez techniques, et puis ensuite on est sur des routes qui ne sont pas très difficiles, et puis on termine par le circuit en fait habituel du côté des dernières années à Madrid. Donc avec ces 2 épingles extrêmement resserrées. Donc ça, il faudra voir comment ça se passe avec des vélos de chrono. Mais vraiment, dans les derniers kilomètres, il y aura ces 2 derniers virages compliqués à prendre, parce qu'on fait en fait des allers-retours du côté du parcours. Et normalement, on arrive ici. Mais là, le point d'arrivée est un petit peu différent. Mais voilà, il y aura... on arrive voilà, quasiment au même endroit que d'habitude du côté de Madrid, donc pour cette arrivée qui sera un petit peu plus tardif que d'habitude, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Du côté de la météo, nous avons des conditions climatiques ensoleillées, 27 degrés, c'est une température qu'on n'a pas trop eue sur cette dernière semaine de course, et il y aura un vent de nord-ouest, alors au début un vent d'ouest pour les premiers concurrents, mais qui se transformera en vent de nord-ouest. Donc l'avantage de ce vent de nord-ouest, c'est qu'il devrait favoriser un petit peu les coureurs, parce qu'il sera plutôt de dos, 25-30 km/h, et puis faire attention à la visibilité par contre pour les derniers concurrents. On part quand même assez tard, les derniers concurrents partiront entre 18h40 à 19h je crois pour le dernier départ, 19h ou 19h04 je crois pour le dernier départ, et là il faudra faire vraiment attention, parce qu'on pourrait avoir des conditions presque de semi-nocturnes à nocturnes, et ça veut dire qu'en termes de luminosité ça peut être vraiment problématique. Alors normalement pas de pluie, donc on ne devrait pas avoir les mêmes soucis que l'année dernière lors du contre-la-montre par équipe du côté de Barcelone, mais voilà, il faut se rappeler que l'année dernière lors du contre-la-montre par équipe à Barcelone, les premières équipes partent à 19h, mais on avait vu que assez vite, vers 19h20, 25, on avait perdu de la luminosité. Là, le soleil a tendance à tomber un petit peu, à tomber de plus en plus tôt. C'est vrai que maintenant, à 20h, il a tendance à faire nuit. Donc à 19h25, il fera plus bien jour. Donc ça, c'est important au niveau de la visibilité, parce que ça veut dire qu'on verra peut-être pas tous les dangers sur la route. Et ça veut dire qu'il va bien falloir choisir la couleur de sa visière. Ne pas partir avec des lunettes ou une visière un peu trop teintée du côté des coureurs. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. L'histoire de la Vuelta, eh bien donc on passe par Madrid. Madrid, 102e passage de la Vuelta par cette ville. Donc parfois certaines années, on y est passé à plusieurs reprises. Alors le dernier coureur à s'être imposé à Madrid, c'était Caden Groves. On a vu également Molano en 2022 ou Ackermann en 2020. On a eu également la Vuelta féminine à l'époque où c'était un challenge by la Vuelta qui s'est fini dans cette commune. Et en 2022 et 2020, c'était Balsamo qui s'était imposé lors de cette étape. J'essaye de voir, la dernière fois on a eu un chrono. Ça n'a pas dû arriver souvent, les chronos au final, lors des derniers jours de Vuelta. Ouais, c'est pas arrivé souvent. Là, j'arrive pas à avoir l'information, mais même en
En 2013, c'était Matthews, par exemple. Voilà, c'est souvent des sprints du côté de Madrid. Depuis 2004 et depuis 2003-2004, je crois que c'était 2004 la première année où il y avait eu l'idée de faire un circuit autour de Madrid. Alors à l'époque, on avait utilisé le circuit des championnats du monde, mais c'est vrai que pendant très longtemps, la fin de la Volta n'avait pas vraiment de ville déjà. Et ensuite, on avait eu l'idée de faire ce circuit autour de Madrid pour essayer de faire un petit peu comme le Tour de France, voilà. Un circuit un petit peu technique, ce qui marchait pas mal, je trouve, ces dernières années. C'est même les premiers à avoir fait des arrivées un petit peu semi-nocturnes, à être arrivés un petit peu plus tard en journée, avant même le Tour de France. ASO, je pense, s'était servi un petit peu du Tour d'Espagne comme de cobaye. Mais ouais, bon, de toute façon, on sait que c'est une ville importante, puis c'est une ville qui a pas mal de grands cyclistes également, Madrid. Alors, vous avez notamment Pablo Lastras, qui était un coureur qui a remporté des étapes sur les 3 grands tours. Pablo Lastras, 3 victoires d'étapes sur la Vuelta, une sur le Tour de France, une sur le Giro. Grand baroudeur, grand coureur, peut-être méconnu, mais grand baroudeur. Et puis il a eu parfois des bons résultats sur certaines classiques. 3e du Tour de Lombardie, c'était en 2010, vainqueur également d'une étape de l'Eneco Tour. 11 victoires dans sa carrière, 17 Grand Tour, notamment 8 Giro, 8 Vuelta et un seul Tour de France, mais où il avait remporté une étape. Passé toute sa carrière, une grande partie de sa carrière, pardon, chez Banesto, donc dans la même structure, parce que je rappelle que la Movistar s'appelait avant Il Balear Caisse d'Épargne, parce qu'il y avait une transition avec Il Balear pendant 2 ans, donc ensuite c'était Caisse d'Épargne, et ensuite avant c'était la Banesto, donc c'est vrai que c'est rare un coureur comme lui qui a passé, Pablo Lastras, quasiment 20 ans dans la même structure. La dernière course de sa carrière, c'était un Tour de Catalogne, voilà, il avait arrêté assez tôt en 2015, et il est maintenant directeur sportif du côté de la Movistar. Alors vous avez également Francisco Mancebo. Alors je ne savais pas que Francisco Mancebo, qui a commencé, c'est marrant, 1 an après l'Astras, mais il a 48 ans, il est toujours coureur professionnel. Francisco Mancebo, parce qu'on parle souvent d'Oscar Sevilla, mais Mancebo, en 2024, est toujours coureur professionnel. Notamment, il a fait les championnats d'Espagne. Il a fait le Tour du Japon au mois de mai, c'est sa dernière course véritablement. Le Tour de Kumano. Il court au Japon dans une équipe qui s'appelle Matrix Power Tag. Il est dans cette équipe depuis 2019. Enfin, cette équipe a le même nom depuis le 2019. Et donc il est avec Toribio, également José Vicente Toribio, qui est également un autre coureur espagnol, et puis plein de coureurs japonais, qui est aussi dans cette équipe, lui, depuis 2015. Il court au Japon depuis 2013, lui. Mais vous savez qu'il y a du cyclisme au Japon, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup d'équipes continentales. Alors ils ont un vivier, un circuit continental qui est très fort. De toute façon, l'Asie a un circuit continental qui est très fort, et notamment les équipes japonaises, voilà, qui se battent énormément. Et Mancebo, donc, qui a commencé à la Banesto, qui a fait qu'1 an chez AG2R, passé chez Relax, chez 5 Hour Energy, chez Rock Racing, parce que alors, je crois qu'il n'avait pas été pris, je ne sais plus s'il faisait partie de l'affaire Puerto Mancebo, comme d'autres. On va vérifier ça, parce que j'ai oublié de vérifier avant. Mais je crois qu'il faisait partie de l'affaire... ah non, non, je devais rêver, parce que je pensais qu'il faisait partie de l'affaire... Puerto. Mais non, il avait juste... décidé... si, non, il avait bien été pris dans l'affaire Puerto. Voilà, c'est bien ce qui était arrivé. Et donc ça avait un petit peu nuit, et ça a nuit forcément à sa carrière, parce que c'est vrai que pas mal de coureurs qui ont été impliqués dans l'affaire Puerto se sont retrouvés dans ce genre de situation. Mais il n'a jamais été contrôlé positif, il n'a pas été suspendu. Ce qui
voilà, est assez rare parce que là je vois qu'il n'a pas été suspendu. Donc normalement ces résultats n'ont pas été annulés. Daniel Morano, aussi est né à Madrid. Coureur qui a remporté la Flèche Wallonne en 2013, triple vainqueur sur la Vuelta au niveau des étapes. Grand Prix Miguel Indurain également, deuxième du Tour de Lombardie en 2015. Coureur voilà, avec 22 victoires chez les professionnels, passé également par la Movistar, par Katusha, par Omega Pharma Lotto, seulement un an. Et puis il a terminé chez EF pour sa dernière saison. Alors dernière saison en 2018. Alors il fait encore du gravel aujourd'hui, où il avait fini sur la Vuelta, il avait fini sa carrière sur une étape à Madrid. Et puis vous avez également Eduardo Chozas, quadruple vainqueur d'étape sur le Tour de France, triple vainqueur sur le Tour d'Italie, coureur qui a été professionnel de 1980 à 1993. Il a connu la Once. Alors, je pense qu'il a dû connaître le début de la Once en 89, parce que je suis pas sûr que l'équipe... Oui, c'était la première année de la Once, donc il a connu les débuts de la Once. En 89, il y avait seulement 14 coureurs dans cette équipe, qui deviendra ensuite Liberty Seguros. La Once de... Alors est-ce qu'à l'époque c'était Manolo Sens déjà qui dirigeait l'équipe. Je vais vérifier si c'était le cas, mais oui, c'était Manolo Sens. Déjà à ce moment-là. Voilà, c'était pas un autre manager. Bon, on regarde la stratégie. Très simple. Je pense qu'on est sur un temps, on est sur du 24 km/h. Donc je verrais bien un 26-27 minutes. Je pense qu'on, voilà, moi je verrais bien un 26 minutes. 26 minutes 30, surtout s'il y a un petit peu de vent d'eau. Il n'y a pas tant de virages comme ça techniques, donc ça va aller, je pense, assez vite. Les coureurs connaissent leur valeur en plus sur ce type d'effort. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc je dirais, allez, je tente un 26-45 pour le vainqueur. Voilà. Et il faudra faire par contre attention à la fatigue pour les coureurs de tête qui jouent le général, parce que c'est vrai que une dernière journée on peut avoir déjà un petit début de décompression, donc il faut rester concentré. Ça peut être compliqué, surtout qu'il y aura quand même un peu de transfert pour arriver jusqu'à Madrid, donc on arrivera peut-être tard dans les hôtels, et au niveau du massage ça peut jouer. Du côté de mes favoris, j'ai mis plutôt des spécialistes du chrono, McNulty qui avait remporté le premier, qu'on a assez peu vu au final chez UAE. Donc ça sera peut-être son objectif. Stephen Kung, il n'y a plus Van Aert, par exemple, du côté de Stephen Kung. Donc là aussi. Et puis c'est un chrono qui est plus long que le premier, donc ça peut vraiment plus lui convenir. Puis je tente Campenart. Il faut toujours se méfier de l'ancien champion d'Europe de la discipline. Et puis en gros, Scott Vachek, qu'on avait vu très bon lors de ce début de Vuelta. En programme télé, premier départ 16h30, dernière arrivée aux alentours de 19h30. Alors premier départ 16h30. Ça peut se décaler un petit peu selon le nombre de coureurs qui a été prévu par les organisateurs et le nombre de coureurs qu'on a réellement. Alors des fois on ne décale pas le premier départ, on va juste mettre un peu plus d'écart entre chaque coureur. Mais ça dépend de ce que décidera l'organisateur, et pour le moment je n'ai pas encore cette information là. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao.